Leçon 1. Découverte gastronomique locale. C'est noté. Oh, et qu'en est-il des restaurants locaux, des recommandations? Je vous en proposerai une variété pour répondre à tous les goûts et à tous les budgets. Devons-nous commencer par des restaurants raffinés réputés? Une cuisine raffinée met en valeur des ingrédients régionaux selon des techniques raffinées. Des réservations seront-elles nécessaires pour ces établissements? Les réservations sont vivement recommandées, surtout le week-end. Devons-nous également mettre en avant les restaurants familiaux bien aimés? Les établissements gérés par une famille proposent des saveurs authentiques et une hospitalité chaleureuse. Ces établissements accepteront-ils probablement des visiteurs sans rendez-vous? Beaucoup acceptent les visites sans rendez-vous, mais s'attendent à de courtes attentes aux heures de pointe. Recommandez-vous la cuisine de rue à un palais plus aventureux? La cuisine de rue propose des expériences locales immédiates et des saveurs audacieuses. Devons-nous vérifier la propreté et la rotation des stands avant de manger? Les étals très fréquentés où le taux de rotation est élevé ont tendance à proposer des aliments plus frais et plus sûrs. Les options végétariennes et végétaliennes seront-elles faciles à trouver localement? Les restaurants proposent de plus en plus de choix à base de plantes et des menus créatifs. Devons-nous identifier quelques cafés idéaux pour pratiquer et étudier les langues? Les cafés dotés de sièges décontractés et d'une connexion Wi-Fi fiable offrent de bons services aux étudiants. Les cafés spécialisés offriront-ils un environnement plus calme pour les conversations? De nombreuses boutiques spécialisées associent une atmosphère calme à des boissons de haute qualité. Conseillez-vous de goûter d'abord à un plat typique de la région? Les plats exclusifs révèlent efficacement l'histoire culinaire et l'identité locale. Devons-nous inclure au moins une recommandation économique? Les sites économiques permettent une exploration prolongée sans dépenses excessives. Les repas de style familial encourageront-ils les dégustations partagées et les pratiques sociales? Le partage d'assiettes crée des opportunités de conversation et un vocabulaire varié. Proposez-vous un choix pour un dîner romantique? Les lieux romantiques allient souvent ambiance, vue et services attentionnés. Devons-nous signaler les restaurants dont les sièges et les installations sont accessibles? Les informations d'accessibilité garantissent un repas confortable pour tous les clients. Certains établissements exigeront-ils un code vestimentaire ou une tenue de cérémonie? Certains restaurants haut de gamme exigent des normes vestimentaires élégantes, décontractées ou formelles. Recommandez-vous d'appeler à l'avance pour confirmer les adaptations alimentaires? Les appels permettent aux chefs de se préparer et garantissent la sécurité en cas d'allergie. Proposerons-nous au moins un endroit branché et en vogue pour attirer les spectateurs? Les lieux branchés attirent l'attention mais doivent être contrôlés pour leur qualité et leur authenticité. Des pratiques controversées telles que le surtourisme pourraient-elles affecter certains restaurants? Les lieux populaires ont parfois du mal à faire face à la capacité et au ressentiment local. Devons-nous recommander des alternatives plus calmes pour éviter de contribuer à la surpopulation? Suggérer des joyaux moins fréquentés soutient un tourisme durable et respectueux. Est-ce que nous inclurons des options pour les repas tard le soir ou pour de petites bouchées? Les restaurants ouverts tard le soir et les bars à tapas prolongent la vie sociale et prolongent les périodes de pratique linguistique. Devons-nous fournir des fourchettes de prix et des exemples de plats de menu pour chaque choix? Les estimations de prix et les échantillons de plats aident les spectateurs à planifier et à définir leurs attentes. Les marchés locaux dotés de stands de nourriture mériteront-ils une mention spéciale? Les marchés allient découverte culinaire,
produits frais et immersion culturelle. Faut-il noter les établissements qui s'approvisionnent en ingrédients localement et de manière durable? Soutenir les restaurants durables est conforme à l'éthique et à la qualité environnementale. Les salles de concert associées à des restaurants intéresseront-elles certains spectateurs? La musique en direct améliore l'atmosphère et fait découvrir les rythmes culturels et les talents locaux. Pensez-vous que les dîners éphémères et les clubs de souper valent la peine d'être explorés? Les établissements éphémères proposent une cuisine expérimentale et des expériences communautaires intimes. Devons-nous mettre en avant des restaurants réputés pour leurs services exceptionnels? Un service exceptionnel rehausse souvent l'expérience culinaire et incarne le vocabulaire de l'hospitalité. Aurons-nous des conseils sur les pourboires à la douane et les méthodes de paiement dans les points de vente locaux? La clarification des normes relatives aux pourboires et à l'acceptation des cartes permet d'éviter des moments difficiles pour les voyageurs. Devons-nous recommander de faire une courte critique vidéo et des notes après le dîner? L'enregistrement des impressions aide les apprenants à pratiquer un langage descriptif et à partager des critiques utiles. Allez-vous inclure des phrases courtes et claires dans les sous-titres à l'écran pour chaque recommandation? Les sous-titres courts facilitent la compréhension et la répétition pour les apprenants d'anglais. Devons-nous créer une carte téléchargeable avec les sites recommandés épinglés? Une carte facilite la navigation et encourage les visiteurs à visiter le site de manière responsable. Devons-nous suggérer des moments de la journée pour éviter les foules ou profiter d'offres spéciales? Les recommandations en matière de calendrier améliorent l'expérience et l'accès à des plats exclusifs. Devons-nous demander aux chefs locaux un conseil sur l'étiquette culinaire? Les conseils du chef enrichissent la compréhension culturelle et fournissent des conseils d'initiés pour une cuisine respectueuse. Allons-nous aborder les controverses telles que la hausse des prix dans les hauts lieux touristiques? Une discussion équilibrée met en garde les spectateurs tout en proposant des alternatives équitables. Devons-nous inclure des phrases de traduction pour commander et accompagner les plats? Les phrases pratiques permettent aux apprenants d'interagir poliment et en toute confiance avec le personnel. Allons-nous produire de courts dialogues pratiques simulant les commandes dans ces restaurants? Les dialogues de jeu de rôle renforcent efficacement le vocabulaire et les compétences linguistiques pragmatiques. Devons-nous modérer les commentaires pour éviter toute critique inappropriée des entreprises locales? La modération responsable protège la réputation et encourage les commentaires constructifs. Encourageons-nous les spectateurs à soutenir les entreprises locales de manière éthique et consciente? Le mécénat éthique profite aux communautés et favorise des pratiques touristiques durables. Devons-nous inviter les spectateurs à suggérer leurs spots locaux préférés pour les prochains épisodes? Les suggestions des spectateurs suscitent l'engagement et élargissent les recommandations de manière dynamique. Allons-nous trouver un équilibre entre les lieux tendances et les sites de qualité moins connus? Une liste équilibrée satisfait la curiosité tout en promouvant des avantages locaux équitables. Devons-nous vérifier les normes de santé et de sécurité avant de recommander un lieu? La vérification réduit les risques et préserve la crédibilité auprès du public. Allons-nous fournir un bref résumé du vocabulaire, après chaque point fort de chaque restaurant? Les récapitulations favorisent la rétention et aident les apprenants à appliquer des phrases dans des contextes réels. Devrions-nous inclure un court segment controversé sur le gaspillage alimentaire dans les restaurants populaires? Discuter du gaspillage alimentaire permet de sensibiliser le public et d'encourager une consommation consciente. Recommanderons-nous d'emporter les restes de manière respectueuse lorsque cela est autorisé?
Les pratiques responsables en matière de reste réduisent le gaspillage et prolongent le plaisir des repas. Devons-nous suggérer des moyens de donner un pourboire ou de remercier le personnel dans la langue locale? Les phrases de courtoisie locale renforcent la bonne volonté et créent des échanges positifs. Allons-nous terminer par un exemple d'itinéraire combinant plusieurs restaurants recommandés? Un itinéraire aide les spectateurs à planifier un itinéraire culinaire enrichissant et à pratiquer la langue dans son contexte. Je compilerai des choix de restaurants sélectionnés, préparerai des dialogues pratiques clairs, et présenterai des conseils alimentaires durables et respectueux aux apprenants et aux voyageurs. Leçon 2. Les méga-événements et les risques financiers. Ayant eu du mal à atteindre le seuil de rentabilité au pire, les jeux se sont lourdement endettés. Plus notoirement, cela s'est produit lors des jeux dés, étés dans plusieurs exemples modernes. Quels sont les facteurs à l'origine de tels dépassements de coûts extrêmes? Les retards de construction, l'augmentation de la portée et les besoins de sécurité imprévus font rapidement gonfler les budgets. Les enchères optimistes et les pressions politiques y contribuent-elles? Les promesses d'héritage et de prestige amènent souvent les soumissionnaires à sous-estimer les coûts réels. Les échéances fixes pour les cérémonies augmenteront-elles le risque financier? Les délais serrés obligent à travailler à la hâte et à dépenser des sommes importantes pour respecter les délais. Les investissements dans les infrastructures peuvent-ils justifier les déficits initiaux? Les avantages à long terme dépendent des plans de réutilisation, de l'engagement en matière de maintenance et de prévisions réalistes. Les sites abritant des éléphants blancs constituent-ils un problème courant après un événement? La sous-utilisation des stades et des installations peut entraîner des coûts élevés pour les villes hôtes. Les villes hôtes devraient-elles exiger des plans d'héritage contraignants avant d'être approuvés? Des plans contraignants et des garanties exécutoires favoriseraient la responsabilisation et des résultats pratiques. Les partenariats publics-privés réduisent-ils l'exposition du public au risque? Ils peuvent partager les coûts, mais également introduire des incitations complexes et des passifs éventuels. Des pratiques comptables transparentes aideront-elles les citoyens à évaluer les offres? Des prévisions transparentes et des audits indépendants permettent un débat public éclairé et un examen minutieux. Les fonds de prévoyance et les estimations prudentes sont-ils des pratiques exemplaires standards? Une budgétisation prudente et des réserves pour imprévus réduisent la probabilité de déficit imprévu. Les mesures d'austérité prises lors des événements peuvent-elles nuire aux programmes sociaux à long terme? Le détournement de fonds vers les coûts des événements peut porter atteinte aux services essentiels et provoquer une réaction négative de la part de l'opinion publique. Le rôle des entreprises commanditaires et les droits de dénomination sont-ils controversés? Le parrainage compense les coûts mais soulève des questions quant à l'influence et à la commercialisation de l'espace public. Les offres doivent-elles inclure des évaluations indépendantes des risques et une planification de scénarios? Les évaluations indépendantes mettent en évidence les vulnérabilités et testent les hypothèses en situation de stress. L'inflation et les chocs de la chaîne d'approvisionnement pendant la phase de construction vont-ils entraîner une détérioration des budgets? Les chocs externes tels que la flambée des prix des matériaux peuvent augmenter considérablement les coûts de construction. Les budgets de sécurité et de maintien de l'ordre sont-ils souvent sous-estimés au départ? Les besoins en matière de sécurité augmentent, en raison des menaces mondiales et des attentes en matière de sécurité publique, ce qui augmente les coûts. La consultation de la communauté devrait-elle être obligatoire dans les processus d'approbation des offres? La consultation publique garantit que les priorités et les tolérances locales sont prises en compte avant les engagements. Les utilisations traditionnelles des sites nécessiteront-elles des engagements financiers continus? Les subventions opérationnelles et les budgets de maintenance doivent être planifiés pour éviter la dégradation.
Y a-t-il des exemples de réussite dans lesquels l'hébergement a généré des avantages économiques nets? Certains hôtes ont profité de l'essor du tourisme et de la rénovation urbaine, qui ont survécu au jeu, mais cela n'est pas garanti. Les études d'impact économique surestiment-elles parfois les avantages pour des raisons politiques? Des projections exagérées peuvent induire les électeurs en erreur, et justifier des dépenses publiques risquées. Les analyses coûts-avantages indépendantes devraient-elles être la norme avant d'attribuer des prix à des événements? Des analyses indépendantes fournissent des points de référence réalistes, et réduisent l'optimisme politisé. Les événements de petite envergure ou régionaux constitueront-ils des alternatives plus sûres pour de nombreuses villes? Les événements à plus petite échelle réduisent la complexité et concentrent les avantages de manière plus équitable. Les instruments d'assurance et de couverture sont-ils efficaces contre les risques liés au projet? Les instruments financiers peuvent atténuer certains risques, mais ils entraînent des coûts supplémentaires et nécessitent une gestion prudente. La planification du patrimoine devrait-elle privilégier les besoins de la communauté par rapport à l'architecture de prestige? Prioriser les utilisations communautaires augmente les chances d'une utilité durable et d'un soutien public. La réutilisation adaptative des structures temporaires pourrait-elle réduire les responsabilités à long terme? Les sites temporaires ou modulaires minimisent la surcapacité permanente et réduisent les charges de maintenance. La transparence des contrats empêchera-t-elle le transfert ultérieur des coûts aux contribuables? Des contrats et des clauses de responsabilité claires limitent l'exposition inattendue du public à des défaillances privées. Y a-t-il des préoccupations éthiques lorsque des fonds publics rendent flous des entrepreneurs privés? Les plans de sauvetage soulèvent des problèmes d'équité et peuvent récompenser une mauvaise gouvernance des projets s'ils ne sont pas contrôlés. Les soumissionnaires doivent-ils démontrer leur capacité de financement, sans miser sur un tourisme optimiste? Un financement conservateur qui ne dépend pas des meilleurs scénarios touristiques est plus crédible. Les audits effectués après événements et les rapports publics favoriseront-ils une meilleure planification future? Des autopsies rigoureuses permettent de tirer des leçons et de promouvoir l'apprentissage institutionnel pour les hôtes suivants. Les avantages culturels et sociaux hérités sont-ils plus difficiles à quantifier que les retombées économiques directes? Les avantages intangibles sont importants, mais ils ne doivent pas se substituer à une saine planification budgétaire. Les comités de sélection des hôtes devraient-ils inclure des experts fiscaux et des urbanistes? Les comités multidisciplinaires améliorent, évaluation des implications fiscales et sociales à long terme. Les accords sur les avantages communautaires peuvent-ils intégrer les avantages locaux lors de la planification? Les accords peuvent garantir des emplois, l'accès aux infrastructures et la protection des résidents concernés. Les controverses relatives au déplacement et à la gentrification suivront-elles souvent de grands événements? Les grands projets peuvent accélérer les déplacements si l'on ne s'attaque pas à l'atténuation et à la recherche de logements abordables. Les villes candidates devraient-elles présenter des budgets de fonctionnement réalistes pour les sites après événements? Des budgets de fonctionnement réalistes montrent comment les installations seront maintenues sans subvention perpétuelle. Les référendums publics constituent-ils un contrôle démocratique utile des décisions d'organisation? Les référendums permettent aux citoyens d'évaluer directement les coûts et les avantages, même si les campagnes peuvent être polarisantes. Les innovations technologiques en matière de diffusion et de participation virtuelle vont-elles modifier économie des événements? L'engagement virtuel peut élargir le public, mais ne peut pas remplacer la dynamique économique de la fréquentation physique. La transparence des coûts devrait-elle être une promesse centrale dans chaque présentation de candidature? La transparence renforce la légitimité et aide les électeurs à tenir les dirigeants responsables des résultats.
Les modèles d'hébergement rotatifs ou régionaux pourraient-ils répartir les coûts et réduire les charges? L'hébergement partagé entre les régions réduit la charge de travail d'une seule ville et maximise la capacité existante. Existe-t-il des cadres juridiques pour tenir les organisateurs responsables des dépassements de coûts? Les sanctions contractuelles et les mécanismes de contrôle budgétaire peuvent décourager la budgétisation imprudente. La couverture médiatique des dépassements aura-t-elle une influence sur les carrières politiques et la confiance du public? Les défaillances financières très médiatisées ont souvent des conséquences politiques et érodent la confiance du public. Les indicateurs de durabilité doivent-ils être évalués de la même manière que les prévisions économiques dans les offres? Les engagements en matière de développement durable réduisent les coûts hérités et alignent les événements sur les objectifs urbains à long terme. Les projets d'héritage menés par la communauté peuvent-ils améliorer les résultats équitables après événements? Les initiatives communautaires garantissent que les avantages correspondent aux besoins et à la résilience locaux. Un contenu vidéo équilibré et critique sur ce sujet attirera-t-il les apprenants et les spectateurs citoyens? Une analyse réfléchie combinant un langage clair, des études de cas et des débats, suscitera l'intérêt des spectateurs et favorisera une discussion éclairée. Je présenterai des exemples nuancés, expliquerai le vocabulaire clé et encouragerai section critique des coûts, des avantages et des responsabilités éthiques lorsque les villes envisagent d'organiser de grands événements. Leçon 3. Plan de fin de semaine et découverte de la ville. Parfait. J'adore essayer de nouveaux endroits. D'autres projets pour le week-end? Je pense visiter un nouveau café avec une exposition d'art. Le café présentera-t-il des artistes locaux ou des collections itinérantes? Le dépliant mentionne des peintres locaux émergents et un sculpteur invité. Vous aimez combiner gastronomie et culture en une seule sortie? Oui, cela crée des expériences superposées et des sujets de discussion pour la conversation. Devons-nous réserver des places si l'exposition est probablement bondée? La réservation évite les déceptions et garantit de bons angles de vision. Le lieu exigera-t-il un petit droit d'entrée pour l'exposition? Une somme modique permet de financer les artistes et l'espace de la galerie. Devons-nous inviter les amis à élargir l'aspect social? Les visites de groupe enrichissent les discussions et introduisent des points de vue variés. Préparerez-vous des questions à poser poliment aux artistes? Les questions réfléchies témoignent de l'appréciation et approfondissent la compréhension. Devons-nous prévoir un suivi dans un bistrot voisin pour obtenir des commentaires? Un bistrot offre un espace calme pour digérer les impressions et le vocabulaire. Allez-vous prendre des notes ou des photos pour pratiquer votre vocabulaire plus tard? Les photographies et les notes aident les élèves à se remémorer le vocabulaire visuel et les adjectifs. Devons-nous inclure de brèves interviews avec des artistes si cela est autorisé? De courts entretiens fourniraient des informations linguistiques et culturelles authentiques. Le tournage nécessitera-t-il l'autorisation préalable de la galerie? L'autorisation est essentielle pour respecter les artistes et les politiques du lieu. Devons-nous prévoir un court segment d'enseignement des termes liés à l'art? Un glossaire ciblé profitera aux apprenants et enrichira l'épisode. Allons-nous comparer les styles d'exposition à des mouvements familiers pour le contexte? Les comparaisons clarifient les références et relient les nouveaux termes à des concepts connus. Devons-nous modéliser un langage critique poli pour les apprenants? Des phrases critiques courtoises enseignent la nuance et un désaccord respectueux. Le menu du café proposera-t-il des spécialités régionales à déguster?
La dégustation de spécialités locales associe la culture au goût et au langage descriptif. Devons-nous enregistrer des descriptions sensorielles pour pratiquer les adjectifs? Les exercices de langage sensoriel renforcent les capacités descriptives et l'engagement. Une courte promenade guidée révélera-t-elle ensuite l'histoire du quartier? Une promenade permet de découvrir des couches architecturales et sociales qui améliorent le contexte. Devons-nous inclure une carte et des indications simples pour les spectateurs? Les instructions enseignent des prépositions, des points de repère et des phrases pratiques pour la navigation. Allons-nous adapter épisode aux apprenants de différents niveaux? Le contenu en couches comprenant des sections de base et avancées s'adresse à un large public. Devons-nous programmer une séance de questions-réponses en direct après la publication de la vidéo? L'interaction en direct permet de répondre aux questions et de pratiquer l'utilisation spontanée du langage. Des sujets d'actualité tels que la gentrification seront-ils abordés lors des discussions de quartier? La gentrification est un sujet sensible et tendance qui mérite une présentation équilibrée. Devons-nous présenter plusieurs points de vue sur le changement de quartier? Les points de vue multiples favorisent la pensée critique et les débats respectueux. Les spectateurs réagiront-ils fermement aux discussions sur la hausse des loyers et les changements culturels? Ces sujets suscitent souvent des commentaires animés et des points de vue passionnés. Devons-nous modérer les commentaires et inviter à des contributions constructives? La modération permet de maintenir un discours civil et éducatif pour tous les participants. La controverse sur l'appropriation culturelle fera-t-elle surface lorsqu'il est question de scènes artistiques? Des problèmes d'appropriation peuvent survenir et nécessitent un traitement prudent et éclairé. Devons-nous consulter les voix des communautés locales pour éviter toute fausse déclaration? L'inclusion des voix locales garantit l'authenticité et réduit les dommages. Épisode comprendra-t-il des phrases pratiques concises pour ordonner et remercier? Des scripts pratiques pour ordonner et remercier sont très utiles pour les apprenants. Devons-nous recommander des conseils étiquettes pour les visites de galeries et le comportement à adopter dans les cafés? Les conseils étiquettes empêchent les faux pas et encouragent un comportement respectueux dans les espaces publics. Proposerons-nous des exercices de vocabulaire basés sur des objets vus lors de l'exposition? Les exercices basés sur les objets ancrent le vocabulaire dans la mémoire visuelle et améliorent le rappel. Devons-nous fournir des ressources imprimables, résumant les phrases clés? Les documents imprimables permettent la révision hors ligne et renforcent l'apprentissage après la visualisation. Allons-nous créer un petit défi permettant aux spectateurs de décrire un lieu local dans les commentaires? Un défi descriptif favorise la pratique et renforce la participation de la communauté. Devons-nous encourager les spectateurs à explorer de manière responsable et à soutenir les artistes locaux? Encourager une exploration responsable profite aux communautés et soutient la vie culturelle. Serons-nous transparents en ce qui concerne les parrainages, si le café soutient notre production? La transparence permet de maintenir la confiance et de donner l'exemple d'un comportement éthique aux créateurs. Devons-nous utiliser des phrases courtes et formelles pour favoriser l'acquisition du langage? Des phrases courtes et formelles améliorent la clarté et facilitent la compréhension pour les apprenants. La musique et le rythme visuel seront-ils adaptés pour maintenir la concentration de l'apprenant? Un rythme calme et une musique discrète améliorent la concentration et l'accessibilité. Devons-nous inclure des avertissements déclencheurs pour des thèmes sensibles tels que le déplacement? Les avertissements déclencheurs préparent les spectateurs et témoignent du respect pour la diversité des expériences. Allons-nous promouvoir les prochains événements locaux et comment trouver des informations officielles? Diriger les spectateurs vers des sources officielles
favorise une planification sûre et précise. Devons-nous mettre en avant les options de transport et les temps de trajet estimés? Des conseils de voyage pratiques réduisent la friction et facilitent l'application dans la vie réelle. Allons-nous terminer par un résumé concis et des instructions pratiques? Un résumé et des instructions consolident l'apprentissage et inspirent une pratique immédiate. Devons-nous inviter les spectateurs à suggérer de futurs quartiers à explorer? Les suggestions des spectateurs mobilisent la communauté et orientent les prochains épisodes. Leçon 4. Suivez les panneaux et restez en sécurité. C'est simple. Il suffit de suivre les panneaux et les instructions. Une signalisation claire réduit la confusion et améliore la sécurité. Lisez-vous toutes les instructions publiées avant de continuer. Je scanne toujours les panneaux pour détecter les avertissements, les directions et les actions interdites. Les visiteurs doivent-ils respecter les bandes adhésives et les zones réglementées? Les zones réglementées protègent les sites fragiles et préviennent les accidents. Le fait d'ignorer les panneaux sera-t-il un jour justifié pour des raisons de commodité? La commodité ne l'emporte pas sur les exigences légales ou de sécurité. Le personnel doit-il être averti si les panneaux sont endommagés ou peu clairs? Le signalement des panneaux endommagés permet de prévenir les dommages et d'aider les équipes de maintenance. Des panneaux multilingues aideront-ils les visiteurs internationaux? La signalisation multilingue favorise la compréhension et l'inclusion. Des pictogrammes doivent-ils accompagner le texte pour une clarté universelle? Les pictogrammes transmettent rapidement des informations essentielles au-delà des barrières linguistiques. Le respect des instructions réduira-t-il la responsabilité des organisateurs? La conformité réduit les risques et clarifie les responsabilités en cas d'incident. Les instructions doivent-elles inclure des actions simples, étape par étape? Les instructions étape par étape sont plus faciles à suivre et à mémoriser pour les apprenants. Les diagrammes et les cartes amélioreront-ils l'orientation sur les sites complexes? Les cartes visuelles aident à s'orienter et à réduire l'anxiété dans les espaces inconnus. Les alertes mobiles doivent-elles compléter la signalisation physique le cas échéant? Les alertes mobiles fournissent des mises à jour en temps opportun et s'adaptent à elles. Évolution des conditions. Les annonces sonores aideront-elles les visiteurs malvoyants? Les systèmes sonores améliorent l'accessibilité et la sécurité globale. Faut-il placer des panneaux à intervalles réguliers pour se rassurer? Un placement régulier permet d'éviter toute incertitude et favorise une conformité continue. Les gens remettent-ils parfois en question les instructions par méfiance? La méfiance peut survenir. La transparence et une justification claire renforcent la confiance et la coopération. Les organisateurs doivent-ils expliquer publiquement l'objectif des règles? Expliquer les raisons encourage l'adhésion volontaire et le consentement éclairé. Les sites historiques ou culturels nécessiteront-ils des instructions comportementales spéciales? Les règles de protection préservent le patrimoine et respectent les traditions locales. Les principaux dangers doivent-ils être signalés avec un fort contraste visuel? Le contraste élevé améliore la visibilité et capte efficacement l'attention. Les panneaux temporaires seront-ils aussi visibles que les panneaux permanents? Les panneaux temporaires doivent être sécurisés et bien visibles pour être efficaces. Les instructions doivent-elles indiquer de manière explicite les procédures d'urgence? Des mesures d'urgence explicites permettent de gagner du temps et de réduire la panique en cas de crise. Une signalisation de démonstration montrant la bonne technique sera-t-elle utile?
Les démonstrations donnent l'exemple d'un comportement sûr et soutiennent l'apprentissage pratique. Les panneaux doivent-ils inclure les coordonnées de l'assistance? Aider à augmenter le nombre et la localisation du personnel pour accroître la confiance et le soutien des visiteurs. La conception cohérente de la signalisation sur l'ensemble d'un site réduira-t-elle la charge cognitive? La cohérence rend les signaux prévisibles et plus faciles à assimiler pour les visiteurs. Les avertissements doivent-ils spécifier les conséquences plutôt que les seules commandes? Énoncer des conséquences permet de clarifier les risques et de motiver la conformité. L'encombrement des panneaux réduira-t-il leur efficacité? La surpopulation bloque la visibilité. La signalisation distribuée atténue les goulots d'étranglement. Les panneaux doivent-ils être placés au point de décision plutôt qu'après ceux-ci? Le placement des points de décision permet d'éviter les erreurs et les erreurs d'orientation. Les bornes numériques fourniront-elles des conseils interactifs pour les tâches complexes? Les bornes interactives peuvent personnaliser les itinéraires et répondre aux questions les plus fréquentes. Faut-il maintenir la signalisation en cas de mauvais temps pour rester lisible? Des matériaux résistants aux intempéries et un entretien régulier garantissent une lisibilité continue. Les couleurs vives et simples surpasseront-elles les designs élaborés pour les panneaux de sécurité? Des couleurs simples et standardisées transmettent instantanément l'urgence et le sens. Le personnel devrait-il répéter les instructions pour aider efficacement les visiteurs? Les répétitions du personnel garantissent des conseils précis et un traitement serein des demandes. La structure de phrases courtes et formelles sur les panneaux aidera-t-elle les lecteurs non natifs? Des phrases formelles concises améliorent la compréhension des apprenants de langue. Les panneaux doivent-ils éviter les expressions idiomatiques et les références culturelles spécifiques? Un langage clair prévient les erreurs d'interprétation et favorise une meilleure compréhension. Les séquences picturales de pas seront-elles utiles lorsque l'alphabétisation est limitée? Les séquences visuelles enseignent les procédures sans s'appuyer uniquement sur le texte. Les panneaux doivent-ils être associés à de courtes vidéos de formation accessibles via des codes QR? Les vidéos liées à des liens QR offrent des explications plus détaillées tout en préservant la concision de la signalisation. Les restrictions controversées nécessiteront-elles des explications courtoises pour être acceptées? Les explications courtoises et le dialogue réduisent la résistance et renforcent la coopération. Les organisateurs doivent-ils demander aux visiteurs de donner leur avis sur la clarté de la signalisation? Les commentaires permettent d'apporter des améliorations et témoignent de la réactivité aux besoins des visiteurs. Les campagnes de mise en conformité de la signalisation bénéficieront-elles d'une sensibilisation? La sensibilisation permet de sensibiliser le public et de réduire les cas de non-conformité accidentelle au fil du temps. Les sanctions en cas de non-conformité doivent-elles être clairement communiquées et proportionnées? Des sanctions transparentes et proportionnées dissuadent les infractions tout en restant équitables. Les normes sociales influenceront-elles la rigueur avec laquelle les gens suivent les règles publiées? Les normes façonnent le comportement. Une conformité visible encourage la conformité entre pairs. Des dispositions spéciales devraient-elles être prises pour les enfants et les visiteurs âgés? Les besoins d'orientation et de supervision adaptés protègent efficacement les groupes vulnérables. La présence multilingue du personnel complétera-t-elle les instructions écrites et visuelles? Le personnel multilingue comble les lacunes et fournit une aide immédiate et adaptée aux différences culturelles. Les issues de secours et les points de rassemblement doivent-ils être clairement indiqués sur les cartes et les panneaux? Un marquage clair accélère l'évacuation et améliore la planification globale de la sécurité. Les exercices périodiques et les révisions de la signalisation amélioreront-ils les réponses dans le monde réel?
Les forêts testent les systèmes et la signalisation, en révélant les lacunes à corriger de manière proactive. L'emplacement des panneaux doit-il tenir compte des lignes de visibilité, de la hauteur et des dispositifs de mobilité? Le placement inclusif garantit la visibilité des personnes de toute taille et de toute capacité. Des technologies telles que les alertes par balise aideront-elles les visiteurs malentendants? Les balises et les alertes haptiques offrent des canaux alternatifs pour les informations de sécurité. Devons-nous adopter un langage respectueux lorsque nous demandons aux autres de suivre les règles? Une formulation respectueuse encourage la coopération et préserve la dignité lors de l'application de la loi. L'adaptation de la signalisation en fonction de la sensibilité culturelle évitera-t-elle d'offenser tout en préservant la sécurité? Une communication sensible à la culture respecte les communautés et favorise l'acceptation. Les créateurs de contenu doivent-ils montrer comment interpréter les symboles de sécurité courants? L'enseignement de la signification des symboles renforce la littératie pratique et réduit la confusion chez les apprenants. Est-ce que le fait de mettre l'accent sur l'avantage partagé de suivre les instructions motivera une action collective? La mise en avant des gains communautaires présente la conformité comme une contribution, et non comme un fardeau. Je vais donner des exemples clairs, donner l'exemple d'un langage d'instruction poli, et souligner pourquoi le fait de suivre les panneaux et les instructions assure la sécurité de chacun. Leçon 5. La règle de salutation des 10 pieds. Tout employé doit accueillir tout client qui se trouve à moins de 10 pieds de lui. Il a souligné l'importance de parler rapidement et avec courtoisie. Pourquoi mesurer la distance en pieds plutôt qu'en pas ou en vue? Une métrique claire, telle que 10 pieds crée une norme constante et observable. Une telle règle améliorera-t-elle la perception de l'attention dans les espaces commerciaux? Les salutations rapides indiquent la présence et la volonté d'aider, améliorant ainsi l'impression des clients. Les messages d'accueil obligatoires peuvent-ils sembler intrusifs pour certains clients? Certains clients attachent de l'importance à la confidentialité et peuvent trouver les approches non sollicitées inconfortables. Les employés devraient-ils être formés à lire les signaux sociaux avant de s'engager? Les repères de lecture permettent au personnel de trouver un équilibre entre convivialité et respect de l'espace personnel. Le langage d'accueil scripté aidera-t-il les nouveaux employés à travailler en toute confiance? Des scripts courts et polis normalisent le ton et réduisent l'incertitude pour les apprenants. Les messages d'accueil doivent-ils être adaptés au contexte, par exemple dans les bibliothèques plutôt que dans les cafés? Le contexte est important. Le ton et la formalité doivent correspondre à l'environnement et à la clientèle. Les interruptions répétées selon la règle des 10 pieds vont-elles frustrer les clients qui naviguent? Une interruption excessive nuit à l'objectif. La formation doit mettre l'accent sur une intrusion minimale. Une application stricte pourrait-elle créer des interactions robotiques et peu sincères? Des règles trop prescriptives risquent de donner lieu à des échanges stéréotypés qui semblent inauthentiques. La qualité de l'engagement doit-elle être valorisée par rapport à la simple conformité? La profondeur et la sincérité de l'interaction sont plus importantes que le simple comportement des cases à cocher. La règle aura-t-elle une incidence sur la charge de travail et la gestion du temps des employés? Les tâches supplémentaires nécessitent une dotation en personnel et une répartition du temps réaliste pour éviter, épuisement professionnel. Les managers devraient-ils modéliser les salutations, pour donner l'exemple au personnel? Une démonstration de leadership renforce les normes et montre leur application pratique. Les différences culturelles influenceront-elles les attentes en matière de distance d'accueil? Les normes culturelles influencent considérablement le confort en matière de proximité et d'engagement verbal. Les organisations multinationales doivent-elles adapter leurs politiques aux normes locales?
L'adaptation locale garantit le respect et l'efficacité sur divers marchés. La règle pourrait-elle réduire les cas de négligence des clients et de ventes manquées? Une reconnaissance rapide peut transformer la navigation en achat et augmenter la satisfaction. La surveillance ou le contrôle visant à faire appliquer ces règles suscite-t-il une controverse? Le suivi des interactions du personnel soulève des questions éthiques en matière de confidentialité et de confiance au travail. L'application de la loi devrait-elle s'appuyer sur le coaching, plutôt que sur une surveillance punitive? Le coaching favorise l'amélioration sans éroder le moral ou l'autonomie. Les protocoles d'accueil seront-ils importants pour un service client accessible? Une reconnaissance claire et amicale profite à tous les clients, y compris aux personnes handicapées. Les salutations doivent-elles inclure des offres d'aide spécifiques, plutôt que des phrases génériques? Des offres spécifiques telles que « Puis-je vous aider à trouver la taille ?» apporter une valeur pratique. Les messages d'accueil scriptés aideront-ils les apprenants de langue travaillant dans le service client? Les scripts permettent de s'entraîner en toute sécurité, de développer du vocabulaire et de modéliser des structures de politesse pour les apprenants. Devrait-on proposer au personnel des alternatives aux salutations verbales, lorsque les niveaux de bruit sont élevés? Des signaux non verbaux tels que le contact visuel et un hochement de tête peuvent se substituer lorsqu'il n'est pas pratique de parler. La mesure de la proximité de l'accueil compliquera-t-elle les environnements de services informels? Les espaces décontractés nécessitent une application flexible pour préserver l'atmosphère et l'authenticité. Les clients peuvent-ils interpréter à tort les salutations amicales comme une pression commerciale? Une formulation claire et respectueuse réduit la pression perçue tout en offrant de l'aide. La formation des employés devrait-elle inclure la désescalade et le respect des limites? La formation aux frontières protège à la fois les employés et les clients et favorise le professionnalisme. Les commentaires des clients seront-ils utiles pour affiner les politiques d'accueil? Les commentaires révèlent ce que les clients préfèrent et mettent en évidence les conséquences imprévues. Les mesures incitatives destinées au personnel devraient-elles être axées sur la satisfaction des clients plutôt que sur la fréquence des salutations? Le fait de récompenser la satisfaction permet d'aligner le comportement du personnel sur des résultats significatifs et sur la qualité du service. L'affichage numérique et les accueils automatisés compléteront-ils les messages d'accueil humains? La technologie peut renforcer les messages mais ne peut pas remplacer une véritable interaction humaine pour de nombreux clients. La règle devrait-elle porter sur les messages d'accueil en plein air, ou dans des environnements transitoires tels que les marchés? Des adaptations sont nécessaires pour les contextes extérieurs où les distances et les débits diffèrent. Les clients soucieux de leur vie privée apprécieront-ils un mécanisme de désinscription ou une signalisation? Des options claires, telles que les panneaux « Veuillez naviguer tranquillement » respectent les différentes préférences. La politique devrait-elle spécifier des directives en matière de langage, de ton et de contact visuel? Des exemples concrets aident le personnel à interpréter les attentes, tout en laissant place à une atmosphère chaleureuse. L'application de la loi nécessitera-t-elle des jeux de rôle périodiques et des sessions de feedback? Les jeux de rôle avec le coaching renforcent les compétences, la confiance et la capacité d'adaptation dans des scénarios réels. Des controverses pourraient-elles surgir quant à la perception de convivialité obligatoire, lors des quarts de travail très stressants? L'affect obligatoire peut être éprouvant sur le plan émotionnel. Les politiques doivent respecter le bien-être des employés. Les managers doivent-ils surveiller le stress des employés et apporter un soutien au travail émotionnel? Les systèmes de soutien et les attentes raisonnables réduisent, épuisement professionnel, et maintiennent les normes de service. La formation interculturelle aidera-t-elle le personnel à accueillir de manière appropriée les divers groupes de clients?
La formation culturelle réduit les malentendus et améliore le service inclusif. Les entreprises devraient-elles publier publiquement leur politique d'accueil pour des raisons de transparence? Les politiques publiques définissent les attentes et témoignent d'un engagement en faveur de la culture du service. Des phrases de salutation concises et formelles seront-elles du matériel pédagogique utile pour les apprenants? Les phrases courtes et formelles sont idéales pour la pratique et l'application immédiate par les apprenants de langue. La leçon devrait-elle inclure des scripts de vœux courants et des variantes appropriées? Fournir des scripts avec des alternatives prépare les apprenants à différents contextes et à l'humeur des clients. Les mystères liés à l'application et à la mesure de 10 pieds seront-ils résolus dans la pratique? Une formation pratique et le bon sens, plutôt que des mesures rigides, guide généralement le comportement. Les exceptions doivent-elles être documentées, par exemple lorsque les clients indiquent qu'ils ne souhaitent pas être contactés? Les politiques devraient permettre au personnel de respecter les indications explicites des clients et les préférences déclarées. La règle modifiera-t-elle l'expérience client de manière mesurable lors des essais et des études? Les essais contrôlés et les enquêtes auprès des clients peuvent révéler des effets sur la satisfaction et les ventes. Les organisations devraient-elles piloter la directive 10 pieds avant de la mettre en œuvre à grande échelle? Le pilotage permet l'adaptation et minimise les conséquences négatives avant la mise à échelle. Les considérations éthiques relatives à l'autonomie des employés influenceront-elles la conception des politiques? La conception éthique équilibre les objectifs du service à la clientèle, avec le respect de la dignité et du choix du personnel. Les clients devraient-ils être informés de l'objectif des salutations afin de favoriser le respect mutuel? Informer les clients réduit les erreurs d'interprétation et favorise les interactions coopératives. Cette règle fera-t-elle l'objet d'un débat d'actualité parmi les professionnels du commerce de détail et les commentateurs sociaux? Les débats sur les normes de service à la clientèle, la confidentialité et les droits du travail suscitent souvent l'intérêt du public et suscitent des controverses. Les créateurs devraient-ils modéliser des échanges d'accueil idéaux devant la caméra pour enseigner à la fois le langage et l'étiquette? Les démonstrations fournissent un vocabulaire, un ton et un langage corporel concret aux apprenants, comme aux professionnels. Je présenterai des scripts d'accueil respectueux, recommanderai une formation adaptée et défendrai des politiques qui équilibrent le service à la clientèle et le bien-être des employés.